Nous avons signé des conventions avec les autres chefs d'État de la région des Grands Lacs, ça veut dire les 11 pays qui nous entourent, pour lutter contre l'exploitation illicite de minerais dans la région des Grands Lacs, au niveau de CIRGL. Alors ce qui fait que notre pays est vraiment en avance. Nous avons mis en place la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, composée de tous les services de la République qui luttent contre la fraude. Et ensuite, nous sommes dans la démarche de lancer l'ITOA, l'initiative de l'ordre de l'exploitation artisanale, de traçabilité, pour tracer un peu l'ordre de l'exploitation artisanale de sorte que les groupes armés ne puissent pas avoir la possibilité de contaminer l'or exploité légalement. Vous savez qu'ici chez nous, lorsque vous voulez acheter de l'or, vous ne pouvez pas quitter comme ça en Ouganda, vous vous installez au Congo, vous achetez l'or et vous exportez. Non, non. Vous ne pouvez pas quitter comme ça au Rwanda, vous vous installez au Congo pour acheter l'or et exporter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, il y a des lois. Et le climat des affaires en République démocratique du Congo est d'abord fondé sur le respect de la loi de la République. Donc c'est pourquoi nous nous disons que nous ne pouvons pas tout le temps subir les initiatives venant de l'extérieur. Vous savez que les initiatives qui viennent de l'extérieur, c'est pour appuyer la faiblesse des services techniques à l'intérieur du pays. Nous disons que nous pouvons nous-mêmes prendre des initiatives à l'intérieur du pays, encadrer notre exploitation, tracer notre or, depuis jusqu'à l'exportation. Parce qu'avec l'ITOA, on aura maintenant la capacité de déterminer les acteurs dans le secteur de l'exploitation de l'or artisanal. L'ITOA va prendre en charge d'abord, l'ITOA c'est une sorte de passeport de minerais vers l'extérieur. L'ITOA c'est une sorte de chaîne d'approvisionnement responsable de l'or de la République démocratique du Congo. L'ITOA, c'est la traçabilité même, c'est l'identification des acteurs qui opèrent dans le secteur d'exportation de l'or en République démocratique du Congo. La particularité est que dans l'ITOA, nous avons des sachets inviolables. Et les sachets inviolables sont accompagnés par une sorte de puce à l'intérieur, dont nous détenons les codes. Ce qui signifie que lorsque vous achetez l'or à Bunia, par exemple, au niveau des sites d'exploitation, mais nous, au niveau des sites, nous avons déjà le modèle de sachet qui est dû au site de l'exploitation. C'est une sorte de sachet intelligent. Donc à l'intérieur, il y a l'ensemble des données. Ça veut dire, nous intégrons nos services sur place à Bunia, intègrent sur ce puce-là la localité, le territoire, le secteur, ou le groupement, parfois même le nom du chef coutumier qui gère la terre de l'exploitation sera intégré juste pour identifier la provenance de la marchandise. Première opération. Lorsque vous quittez avec cette marchandise, dans les sachets inviolables que nous avons donc pris en charge à partir des sites d'exploitation, vous allez vous présenter avec la marchandise devant un bureau d'achat. Ça peut être un bureau d'un négociant congolais, ça veut dire que des commissionnaires qui s'installent en brousse pour acheter. Alors, là aussi, nous avons le sachet B. Il y a encore une sorte de puce à l'intérieur. Nous allons prendre en charge, d'abord, identifier l'acheteur, donc la provenance même de son argent, parce que nous avons l'obligation de veiller sur le flux matière et le flux monétaire, pour éviter que les groupes terroristes ne viennent donner l'argent en République démocratique du Congo, où les gens vont acheter les minéraux pour alimenter la criminalité dans le monde. Ce n'est pas ça notre souci. C'est pourquoi nous devrons prendre en charge, même les commissionnaires. Donc l'État congolais décide de prendre en charge, identifier le commissionnaire, sa provenance, lieu d'achat et son identité, ainsi que le poids et la teneur du colis que vous avez acheté. Parce que nous devrons connaître la teneur. La teneur, pour nous, ça va nous permettre d'éviter que les minerais qui sont prohibés au niveau de l'exportation ne puissent pas être exportés dans notre pays. C'est là, si on comprend très bien, pour que l'ITOA marche, il faudra nécessairement une collaboration avec les exploitants artisanaux et également les exportateurs. Mais comment vous allez faire pour y arriver? Parce que vous savez très bien que surtout à l'Est, c'est la précarité, c'est la guerre et les conditions sociales ne s'y prêtent pas. Comment vous allez faire pour finalement qu'ils adhèrent à cette... Ce qu'il faut retenir est que
l'ensemble des sites d'exploitation à l'est du pays, je prends l'exemple de Sud Kivu, Nord Kivu, et même dans l'Ituri, l'ensemble des sites d'exploitation, ce sont des sites d'abord identifiés par le gouvernement de la République, par le biais du ministère des Mines. Donc vous ne pouvez pas se lancer dans une exploitation artisanale lorsque le site d'exploitation, cette zone-là n'est pas identifiée comme zone verte. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer et exploiter. C'est-à-dire dans zone verte, il n'y a pas de groupes armés sur les lieux d'exploitation, il n'y a pas des enfants mineurs, etc. etc. Donc c'est la première condition pour que l'ITOA s'installe afin de tracer les minéraux que vous êtes en train de produire. C'est une obligation de code minier, c'est une obligation de manuel de procédure, de traçabilité dans notre pays. Nous allons maintenant passer la parole à Élisée Odia de Congo Web Télévision. Ok, bonjour, bonsoir Monsieur Pascal Niemboué. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Rassurez-nous, est-ce que ces sites sont vraiment identifiés quand on sait qu'il y a certains sites artisanaux, surtout dans l'Est, qui sont tenus par des groupes armés quand même? Comment vous allez faire? Oui, c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a 3 catégories de sites. Il y a des sites qu'on appelle ici, qu'on peut exploiter, donc ça c'est vert. Il y a aussi des sites jaunes, c'est-à-dire en voie. C'est-à-dire les groupes armés n'ont plus l'accès. Nos militaires arrivent quand même à les évacuer. Ceux qui n'ont plus la capacité d'opérer dans le secteur. Ça c'est jaune. Il y a aussi des sites rouges. Ça veut dire là, on ne peut même pas installer l'ITOA. Et les minéraux qui sortent de ces sites-là ne peuvent pas être exportés dans la légalité. Ce qui signifie que les consommateurs finaux de nos minéraux, ils vont exiger la traçabilité des minéraux avant d'acheter. Parce que nous sommes membres de l'OCDE. Et les consommateurs finaux sont aussi membres de l'OCDE. Nous nous posons des problèmes, comme État. Nous disons que voici ce que nous avons décidé dans notre pays pour les achats à ce qui concerne l'or. Pour que vous puissiez acheter l'or venant de la République du Congo, il faut que ce minerai respecte le mécanisme de traçabilité mis en place par l'État congolais. Et parmi ce mécanisme, c'est l'ITOA, l'initiative de traçabilité de l'or de l'exploitation. Mais vous savez que quand vous êtes à l'est de la République, c'est plus facile d'aller en Ouganda, de mettre l'or. C'est pas comme d'autres minéraux. Vous pouvez facilement aller en Ouganda, au Rwanda, et facilement, parce que ces pays-là deviennent également des pays exportateurs. Ça va être quand même compliqué. Est-ce qu'au niveau de la sous-région, il y a des mécanismes qui sont prévus pour essayer d'endiguer ce problème également? Ce qu'il faut retenir est que notre président de la République, il a signé conjointement avec les autres chefs d'État de la région l'accord de lutte contre l'exploitation illicite de minerais dans la région. Ok? Donc, mais il se fait que les autres États ne respectent pas à 100% leurs signalements. Justement, ils ne publient pas des statistiques. Oui, parce et non, que si vous allez, à peine quand même. Oui, si vous allez aujourd'hui en Ouganda, vous allez constater que les statistiques de production n'est pas conforme aux statistiques d'exportation. Ça veut dire que l'Ouganda exporte plus que ce qu'il produit. Exactement. Donc il y a la fraude. Et cette fraude est entretenue parfois par les fils et filles de ce pays. Ce n'est pas des Ougandais qui quittent en Ouganda, qui viennent s'installer chez nous pour acheter des minéraux. Non. Ceux qui achètent pour ces États-là, ce sont des Congolais. Ben oui, il y a la surtaxe ici. Vous demandez tellement cher alors que là-bas, c'est quand même assez réduit. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ici, trop de taxes. Non, c'est et faux. Les gens préfèrent la voie la plus facile. Non, c'est en faux. Ouganda, au Rwanda, c'est beaucoup plus paisible d'écouler la marchandise qu'ici. Non, ça, ce sont des pays fraudeurs. On ne peut pas encourager le fraudeur qui s'organise pour saboter l'économie nationale. Je vous donne un exemple. Pour ouvrir un comptoir d'or en République démocratique du Congo, c'est 7 000 $. 7 000 $ américains, vous avez un comptoir d'or et vous êtes autorisé d'acheter sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, avec caution de 10 000 $ à restituer d'ailleurs. Mais pourquoi vous ne rassurez pas? 7 000 $, apparemment, c'est simple, c'est facile. Non, apparemment, vous mettez en place toutes les garanties, Non, mais non. vous n'arrivez pas à rassurer. Non, non, le problème que nous avons est que le diable a érigé son état-major à l'est de la République apparemment. Parce que il y a C'est des trop Congolais... facile quand même Non, non, d'accuser le c'est quand même diable. très grave parce Je crois que... qu'il se pose même Attendez. la question. Non, non, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire à la télévision parce que ce que je coordonne la lutte contre la fraude minière. Il y a le fils du pays qui s'organise de mauvaise foi, qui exploite et qui amène le minerai en Ouganda, au Rwanda,
d'une manière frauduleuse. Ça n'a rien à voir avec les taxes. Aujourd'hui d'ailleurs, la raffinerie ougandaise était obligée de venir négocier. Pourquoi? Parce que nous avons fait un travail de fond au niveau des consommateurs finaux. Et nous allons continuer à le faire. Nous avons signifié des raffineries que ceux qui achètent l'or venant de l'Ouganda, donc ils encouragent le groupe armé dans la région. Parce qu'il ne faut pas voir le problème des taxes. Les activités clandestines d'achat d'or en Ouganda ou au Rwanda n'est pas fondée sur les taxes. C'est fondé sur l'argent qui n'est pas contrôlé sur sa provenance. C'est ça. Lorsqu'il y a une sorte de troc, on fait échange entre l'or et les armes et les munitions, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de l'égalité sur les deux pays en ce qui concerne les exportations d'or. Je vous donne un exemple très simple. Ça ne fait pas très longtemps, j'ai ordonné l'arrestation d'un Français, Franck Ménard, qui faisait pratiquement l'échange de l'or et des armes pour renforcer le groupe armé. Vous voyez? Donc, et ce Français-là est basé en Ouganda. Alors, vous ne pouvez pas dire ici que les conditions sont beaucoup plus allégées en Ouganda. À l'Ouganda, ce n'est pas un problème de conditions allégées. En Ouganda, ça tourne autour de mécanismes de sabotage de la stabilité économique de notre pays. Et vous savez que lorsque le Congo est malade, tous ces petits pays qui nous entourent se sentent beaucoup plus à l'aise. Dans la vision managériale du CEC, nous avons décidé cette année de construire notre bourse de matières précieuses. Mais ça demande beaucoup de fonds pour arriver à... C'est un problème de la volonté, c'est d'abord un problème de la volonté politique. Nous avons acheté déjà un cadre pour lancer ce bourse. Nous sommes en négociation avec les experts chinois qui viennent. Bientôt, nous allons signer des accords pour que les travaux commencent, de construire notre propre bourse, où il y aura le marché d'achat de l'or, il y aura le marché d'achat de diamants, il y aura le marché d'achat de coltan, de cobalt. Donc, notre bourse, d'ici fin décembre 2017, nous allons lancer notre bourse. Oui. L'année 2016, en République démocratique du Congo, nous avons connu un sérieux problème, notamment celui de la baisse des prix des matières premières, notamment de l'or. Alors, qu'est-ce que vous avez pu faire, peut-être qu'est-ce que l'ITOA va faire pour que la République démocratique du Congo ne se sente plus vraiment victime? Oui, vous savez que comme pays organisé, nous avons décidé, ensemble avec la Banque centrale, d'acheter nous-mêmes d'abord notre minerai au niveau de l'exploitation. Parce que nous avons l'obligation, conformément à la loi, de veiller sur, de garantir le prix-valeur. Parce qu'il ne faut pas que l'Occident continue à imposer le principe de fixer les prix sur nos minerais. Nous-mêmes, nous pouvons acheter et stocker. Lorsqu'ils auront besoin d'acheter, nous allons donner le prix. Donc, à partir de 2017, dans notre vision managériale, le CEC, dans le souci de garantir le prix-valeur, va automatiquement acheter au niveau des sites d'exploitation. À ce titre, d'ailleurs, nous sommes en train de chercher des partenaires qui vont s'associer au CEC pour que nous puissions commencer à acheter l'or de l'exploitation artisanale sur l'ensemble de la République. C'est vrai, nous avons déjà notre partenaire, la Banque centrale, qui va nous accompagner. Le gouverneur Niembo a déjà été briefé là-dessus. Bientôt, nous allons commencer le travail d'acheter l'ensemble de l'or exploité dans des sites à l'intérieur du pays. Et dans le souci, justement, de garantir le prix-valeur. Ça veut dire, lorsqu'on parle de la baisse, cette baisse, moi, je n'ai jamais été d'accord parce que c'est une sorte de fiction. C'est la politique des pays développés qui ne seront jamais d'accord que le pays sous-développé se développe aussi. Parce que cette baisse est fondée de quoi? C'est un groupe de messieurs, membres de telle bourse, autour d'un verre, qui décident de réduire les autres pays et le mettre à genoux. Mais si vous avez la capacité économique de prendre en charge votre production et stocker, il y a possibilité qu'ils se conforment à la ligne de conduite. C'est pourquoi nous avons dit au CEC, 2017, nous allons commencer nous-mêmes, comme État, d'acheter nos propres minéraux et stocker. Il y aura désormais la vente de l'or organisée par le gouvernement. C'est-à-dire, lorsque nous achetons, nous stockons
nous transformons en lingots et nous invitons des bourses pour acheter. Et nous donnons notre prix par rapport à la valeur et aux charges mises en mouvement, au lieu de continuer à subir. Voilà. Bon, parlons de la Banque centrale. Pourquoi, ou peut-être s'il faudrait dire, est-ce que vous avez eu aussi l'envie de les associer, donc d'associer la Banque centrale généralement sur terrain, notamment lorsqu'on parle des artisanaux qui sont tout le temps en train d'exploiter. Il y a un problème de masse monétaire qui circule généralement. Et comment est-ce que vous faites? Est-ce que la Banque centrale s'est associée à vous pour essayer d'éviter qu'il y ait des problèmes de blanchiment d'argent? Oui, bien sûr, parce que la Banque centrale est appelée à s'associer à nous. Il y a déjà une instruction là-dessus. Nous sommes ensemble. Ça fait combien de temps? Parce que je sais nous que c'est un travaillons déjà, non, ça fait pas 3 mois. Voilà, de oui, 2016, ça fait pas 3 mois que nous sommes en train de travailler avec la Banque centrale. Moi-même, je suis en contact permanent avec le gouverneur Mutombo, Mananyembo. Et nous sommes en train de travailler là-dessus dans le but, justement, de coordonner nos efforts pour prendre en charge l'ensemble de la production au niveau des sites certifiés par le gouvernement. C'est ça notre démarche. Donc, et à ce moment-là, les achats ne vont plus se faire à l'extérieur de notre or. Donc ça va empêcher au groupe armé. Ce qui signifie que chaque exportation, le mouvement de l'or venant des groupes armés vers l'extérieur aura du mal. L'ensemble des raffineries seront invitées pour acheter dans toute légalité auprès du gouvernement de la République, donc représenté par le CEC. Donc, ce qui signifie que la Banque centrale, avec nous-mêmes, nous allons, pour renforcer aussi notre économie, nous avons besoin d'avoir aussi des lingots d'or à la Banque centrale. Pascal Niembo, je rappelle que vous êtes DGA du CEC. Vous avez parlé tout à l'heure, avant de nous quitter, c'est la dernière question et vous allez nous donner votre mot de la fin. Vous avez parlé du conditionnement de tout colis d'or dans un sachet inviolable. Moi, c'est là où je me pose une question. C'est vrai que ces sachets inviolables auront de numéros de série et de code barre. Mais comment faire pour que ce sachet inviolable ne soit pas également reproduit de manière frauduleuse? Parce que vous savez qu'on a eu le même problème avec les passeports. Qu'est-ce qui fait qu'un sachet inviolable ne soit pas reproduit également? Est-ce que vous avez pris également, vous avez quand même pris des mesures pour que cela ne se fasse pas? Bon, d'abord, merci beaucoup madame, il faut retenir que il ne faut pas avoir peur parce que nous avons mis en place un système de sécurité beaucoup plus élevé. D'abord, les sachets ne sont pas fabriqués en République démocratique du Congo. Ce sont des sachets fabriqués en Europe, avec des puces à l'intérieur. Et l'ensemble des numéros, des codes barres sur ces sachets existent dans notre base de données. Parce que nous avons notre propre serveur qui prend en charge l'ensemble des mouvements de nos sachets dans chaque province. Notre base de données nous détermine que nous avons déjà évacué autant de numéros. Et tel numéro se trouve dans telle province, tel numéro se trouve dans telle province et dans tel secteur. C'est identifié, c'est trop technique. Donc sur ce plan, vous pouvez être tranquille, ça sera difficile de pirater. Parce que nous avons pris des dispositions. À moins que vous puissiez infiltrer notre base de données, ce qui ne sera pas facile parce que nous y veillons pour les comptes de la République. Donc ça, et puis de deux, vous avez dit que... l'identification des sachets, non, l'identification des sachets ne cause pas un problème, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Mais ce qu'il faut retenir est que l'ITOA, c'est une initiative congolaise par excellence, en fait. C'est pour permettre à ce que, désormais, que l'Occident nous considère, que nous sommes conscients et nous sommes déterminés à respecter des conventions signées par nos chefs d'État sur le plan des chaînes d'approvisionnement responsables des minerais dans le monde. Nous ne voulons pas, nous, les Congolais, être à la base du renforcement des capacités des groupes terroristes aussi dans le monde. Nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous avons mis en place l'ITOA. Parce que l'ITOA va nous permettre de veiller et sur le flux matière et le flux monétaire. Ça veut dire que nous allons veiller sur le mouvement de nos minéraux, donc la chaîne d'approvisionnement responsable. Et nous allons veiller aussi sur la provenance de l'argent qui achète nos minéraux, grâce à l'ITOA. Je vous remercie.